Mesdames et messieurs, bonjour. Depuis Washington, la capitale des États-Unis d'Amérique, je reçois pour vous un acteur politique très influent en République démocratique du Congo. Il s'agit donc du député national Steve Mbikaï. Monsieur Mbikaï, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du Parti travailliste. Vous êtes député national, 3 fois élu dans la ville de Kinshasa, cette fois-ci dans la circonscription de Moamba. Vous êtes un ancien ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, un ancien ministre des actions humanitaires, sociales et actions sociales, et vous étiez administrateur directeur technique de l'ONATRA, et puis vous êtes entrepreneur, vous avez une école qui a formé des élites aujourd'hui, le Cartésien. Alors donc je reçois pour vous, mesdames et messieurs, quelqu'un qui a toute une histoire par rapport à la République démocratique du Congo. Homme politique, vous l'êtes. Vous êtes à Washington DC depuis quelques jours. Est-ce que vous pouvez nous dire, c'est une question traditionnelle, pourquoi vous êtes là? Oui, j'étais à Montréal pour des raisons personnelles. Après, il y a eu une marche à Washington, une marche des Rwandais qui était organisée contre la République démocratique du Congo et contre le chef de l'État. Et réussissant cette marche, il y a un représentant... Vous parlez de la marche de Banyamulenge qui a eu lieu le 20 avril dernier. Bon, c'est selon. Ils disent qu'il y a des Banyamulenge, mais moi, ce sont des Rwandais. Je vais m'expliquer. Alors, j'ai vu la réaction sur X du représentant Joe Wilson, qui est congressman républicain, qui s'est attaqué au chef de l'État congolais, Félix Tshisekedi, le traitant de dictateur, et l'accusant aussi d'orchestrer un nouveau génocide dans la région de Grand Lac. Et vous lui avez répondu, je vous cite, vous dites sans égard pour notre président, vous le qualifiez de dictateur sans la moindre preuve, c'est irrespectueux. Faites pression sur le Rwanda afin qu'il respecte l'accord signé. Donc vous êtes venu pour lui répondre à Washington. Surtout qu'il a dit que le chef de l'État congolais orchestre un nouveau génocide. Ça, c'est très grave dans la région de Grand Lac. J'ai lui répondu sur X et je lui ai envoyé ma réponse. Après, mon assistant a contacté son cabinet, quand j'étais à Montréal. Parce que je voudrais bien le rencontrer pour lui expliquer les vrais problèmes. Parce que parfois, ils réagissent, tenant compte de ce qu'ils ont comme information. Alors, comme il a promis de me recevoir cette semaine, d'ailleurs, avant de commencer, on l'a appelé son cabinet, qui va nous préciser le jour où je vais le rencontrer pour essayer un peu d'échanger avec, parce que c'est pas commode qu'un parlementaire étranger traite un chef d'État étranger de dictateur et l'accuse en plus de fomenter un génocide. Voilà pourquoi je suis depuis quelques jours à Washington. J'attends cette rencontre avant de rentrer. Je pourrais notamment aussi voir d'autres sénateurs ou congressmen américains sur la question de la RDC. Donc, c'est une façon de dire, vous avez utilisé des mots forts, pour ne pas dire insulter, mon président, je viens vous voir à Washington pour vous expliquer les choses en face. Oui, c'est entre parlementaires, parce que le chef de l'État, en fait, ne peut pas répondre à un parlementaire, c'est bien sage. Et moi, en tant que parlementaire, lui parlementaire, on va s'expliquer. Je vais le faire comprendre. D'abord, comme vous dites, il est difficile pour les Congolais de faire la part des choses entre Rwandais, Congolais d'origine rwandaise et Banyamulenge. Vous avez dit que la marche qui était faite ici était faite près de Banyamulenge. Je ne vois pas comment les Banyamulenge peuvent faire une marche pour attaquer Félix Tshisekedi, d'autant plus que lui, c'est lui qui a reconnu, contre l'avis de beaucoup de Congolais, que les Banyamulenge sont des Congolais. Il voit mal comment est-ce qu'ils vont, n'est-ce pas, faire des marches pour l'attaquer. Excusez-moi, vous dites que le président a reconnu que les Banyamulenge sont congolais, ce sont les Banyamulenge qui ont marché, et vous dites qu'ils sont rwandais, donc vous Non, ce sont des Rwandais, parce que on a difficile. Vous savez, quand nous étions avant l'arrivée des Rwandais avec l'AFDEL en RDC, en fait, nous vivions, disons, avant que Kagame puisse renverser Biarimana, prendre le pouvoir. À Kinshasa, on avait des collègues, nous à l'ONATRA, on avait des collègues qu'on appelait Banyamulenge, nous avions des amis dans des quartiers, on vivait très bien. Mais dès que Kagame a gagné au Rwanda, beaucoup sont partis. Ils ont occupé des postes importants au Rwanda en tant que Rwandais. Donc nous avons un problème pour dissocier
faire la différence entre qui est congolais d'origine rwandaise, qui est rwandais, ainsi de suite. Voilà pourquoi Kagame étant acculé, il a préféré utiliser le rwandais ici à Washington, même au Canada aussi. C'est pour brouiller notamment les sanctions contre lui, parce qu'il est affaibli, cherchant un peu bouffer d'oxygène. Donc, je vais prendre tout mon temps pour expliquer ça. Vous savez, au Congo, il y a beaucoup de conflits communautaires. Il n'y a pas que dans le Kivu. Nous avons connu le conflit entre Kassaïens et puis Katangais. Il y a eu beaucoup de morts. Il y a les plus longs cimetières sur les chemins de fer, Lumbashi, Kananga, Ilebo. On n'en a pas beaucoup parlé. Nous avons le cas des conflits entre Téké et puis les Téké et puis les Humbu, je crois, dans le Bayaka. Ouais. Donc, il y a des conflits communautaires. Mais quand il s'agit des rwandophones, le problème est exploité autrement par l'élite de Banyamulenge, juste pour en tirer profit un gain politique. Ce n'est pas une affaire des populations, c'est plus une affaire des hommes politiques. Mais aussi, entre communautés du Kivu, il y a des conflits parfois entre les Riga et les Bashi. Il peut y avoir conflit entre les Fuliro et puis les rwandophones. Donc, il faut expliquer tout ça, qu'ils comprennent que le gouvernement congolais n'a pas intérêt à pouvoir maltraiter les Banyamulenge. D'ailleurs, comme je dis dans ma réaction, c'est la communauté la plus privilégiée au Congo, parce qu'elle est présente de façon continuelle au gouvernement, la sécurité, la police, l'armée, que d'autres communautés. Alors, on ne peut pas dire que le gouvernement congolais est en train de persécuter les Banyamulenge. Alors, je suis là justement pour expliquer ça à quelques parlementaires américains. Vous êtes d'accord avec moi que s'il y a une population qui souffre de la guerre à l'Est, il y a notamment les Banyamulenge et les Congolais d'origine. Bien parlé, il y a notamment, il n'y a pas que. Ouais. Donc, tous les Congolais qui sont dans cette partie du pays en souffrent. Voilà pourquoi il faut féliciter aussi le chef d'État congolais qui a préféré utiliser une autre méthode. C'est-à-dire, il a pratiqué la philosophie de Tun Zhangchun, qui est un général chinois du 5e siècle avant Jésus-Christ, dans l'art de la guerre qu'il avait écrit pour dire que la meilleure façon, c'est de gagner sans combattre. Tu vois, c'est ce qu'il a fait, déplaçant le conflit sur le terrain à la menace plan diplomatique. C'est justement pour éviter qu'il y ait autant de morts, n'est-ce pas? Voilà, donc ce n'est pas seulement les Banyamulenge qui en souffrent, mais c'est tous les Congolais qui sont dans l'Est de la République. En anglais, je dirais here we are again. Ça veut dire que voilà qu'on en parle encore. J'ai l'impression qu'il n'y a aucune interview politique où le nom du Rwanda n'est pas invité. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on fait trop de publicité du Rwanda, on traumatise les Congolais avec le Rwanda, ou c'est ce qu'il faut pour que les gens ils sachent exactement ce qui se passe? Eh bien, c'est l'un et l'autre. Mais moi, je n'ai jamais été très content que nous puissions tout le temps parler du Rwanda, mais que voulez-vous, le Rwanda a pris le temps de pouvoir nous infiltrer davantage, et nous affaiblir sur le plan de l'armée, la sécurité. Vous savez que nous avons eu les Rwandais qui ont dirigé notre sécurité, qui ont dirigé notre armée. Alors, c'est le cas de James Kabarebe, par exemple, qui a été chez nous, chez l'état-major, l'armée, et puis au Rwanda. Vous voyez comment c'est difficile de distinguer qui est, comme je disais, qui est rwandais et qui est Banyamulenge. Et les Congolais sont victimes. Mais on les prend pour les bourreaux dans cette affaire. Parce que les Congolais, ils sont infiltrés jusqu'à les Pinières. Vous avez vu, il y a 3 semaines, on a arrêté un ancien député de RDC congolais à Brazzaville avec un passeport rwandais. On ne sait plus finalement qui est congolais d'origine rwandaise et qui est rwandais. C'est très compliqué. Et nous sommes victimes de ça. Et parce qu'on en parle, ce que je vais expliquer aussi aux parlementaires américains. Dans cette affaire, la RDC est tellement victime. Voilà qu'on demande à la RDC de pouvoir résoudre seule la question de Banyamulenge, non la question, disons, de FDLR. Mais c'est injuste. Parce que on ne doit pas demander à quelqu'un qui n'a pas créé un problème de le résoudre seul. Cette question est une question qui concerne le monde entier, parce que quand les Hutus sont entrés chez nous en 1994, c'était à la demande de la communauté internationale. Mais pourquoi aujourd'hui on fait comme si c'est nous qui avions
inviter les FDLR chez nous. Non, c'est une question qu'on doit traiter. Parce qu'il y a plusieurs rapports des Nations Unies qui accusent aussi le gouvernement congolais de travailler avec le FDLR. Donc, on va y arriver. Ouais. Alors, la meilleure façon maintenant de nous clouer, c'est faire quoi? Il faut que, comme je vois aujourd'hui, les Américains sont impliqués, que la communauté internationale résolve cette question des FDLR en impliquant la RDC, bien sûr, pas qu'ils sont au Congo. Mais ce n'est pas à nous de le faire. Alors, si aujourd'hui les Américains ou alors la brigade d'intervention, n'est-ce pas, la MONUSCO, avait un mandat de traquer les FDLR, par exemple, mais avant d'y arriver, il faut d'abord, n'est-ce pas, faire lobbying pour qu'il y ait un dialogue entre Rwandais pour mettre fin à cette question. Parce que ces FDLR sont arrivés en 1994. Les gens qui avaient 30 ans, à cette époque-là, ils ont quel âge aujourd'hui? Donc, ils sont amortis. Il y a une nouvelle génération qui est née au Congo. Pourquoi est-ce qu'on doit dire que cette nouvelle génération est aussi génocidaire? Cette génération, eh ben, elle peut bien discuter avec le gouvernement rwandais pour faire la paix. Et quant aux autres, peuvent avoir l'amnistie, bon, c'est possible. Et alors, les récalcitrants, on pourrait, n'est-ce pas, les traquer par la brigade de MONUSCO avec l'intervention des États. Alors, c'est pas normal que nous, Congolais, nous puissions accepter d'être les seuls à pouvoir résoudre la question des FDLR. Non. Donc, on doit voir ça de façon globale en impliquant toute la communauté internationale. Cette question nous amène justement aux accords qui ont été signés à Washington au mois de décembre dernier. Parce qu'on va parler de beaucoup d'autres sujets d'actualité en RDC, quelle est votre position par rapport à cet accord? Même si après la signature, la paix n'est pas tout à fait revenue à l'est de la République démocratique du Congo, les tirs ont continué à retentir à l'est de la RDC quelques jours seulement après cette signature. On peut dire que c'est déjà un échec? Non, on ne peut pas parler d'un échec. Vous savez, quand cet accord a été signé, ben, j'ai vu dans notre camp, l'Union Sacrée, les gens qui ont fait des marches pour dire la guerre a pris fin. Moi, j'ai réagi pour dire non, ce n'est jamais un fait, c'est un processus. Donc, il y aura toujours des résistances qui vont exister. Et l'accord, moi, je suis totalement d'accord, parce que je vous ai dit, la politique telle qu'enseignée par Zhang Chun, donc le général chinois, même donc Lidl Arf, qui est général de fanterie d'Angleterre, dans son livre La stratégie, a aussi parlé des politiques des contournements. Donc, il faut amener l'adversaire sur le terrain où il peut être faible. Parce que, comme j'ai dit, nous ayant été beaucoup infiltrés, notre armée a quand même connu beaucoup de faiblesses par rapport au fait qu'il y a eu des corruptions, des trahisons et tout ça. Le chef de l'État a dû déplacer le conflit sur le front militaire pour l'amener sur le plan diplomatique. Et là, Kagame est acculé aujourd'hui. Oui, s'il y a une chose qu'on peut reconnaître au président Félix Tshisekedi, c'est vrai, c'est qu'il a fait aujourd'hui entendre par sa diplomatie la voix de la RDC. Aujourd'hui, tout le monde sait clairement que le Rwanda est en train d'agresser la RDC. Mais, et après? Et le Rwanda a avoué. Oui, le Rwanda a été sanctionné. Et après, parce que vous êtes de l'Union Sacrée, qu'est-ce que la RDC fait après toute cette reconnaissance internationale? Non, la RDC continue à pousser pour que le Rwanda se retire, mais entre-temps, on se prépare aussi. Vous savez, comme j'ai dit, donc cette approche qu'on a adoptée, diplomatique, nous a par exemple permis de récupérer Uvira sans combattre. Donc on a fait l'économie du sang. Mais parallèlement à ça, notre armée est en train d'être préparée, parce qu'on ne doit pas seulement compter sur la diplomatie, on doit aussi compter sur la dissuasion de notre armée. Et avec tout ce qu'il y a eu comme des généraux corrompus arrêtés ici et là, donc on est en train de refaire une nouvelle armée qui va être en mesure de redorer les blasons de l'RDC, comme ce fut à l'époque du Zaïre. Parce qu'à l'époque du Zaïre, les phases faisaient la loi en Afrique centrale, au Rwanda, au Tchad et partout ailleurs. Et je crois que avec cette façon de gérer actuelle, petit à petit, nous allons répondre notre force, parce que le Rwanda n'a pas la capacité. J'avais dit en février 2025, dans 2025, quand Goma est tombé, Bukavu est tombé, vous savez, j'ouvre la parenthèse pour dire que plus personne n'est parlé, hein.
il y avait environ 2 ou 3 personnes, dont moi, qui parlions contre la rébellion, contre le Rwanda. J'avais démontré dans une carte blanche où j'avais dit que Fatou ne tombera pas, pour dire que le Rwanda n'a pas les moyens nécessaires pour occuper le Grand Congo. Et que le Rwanda, ce qu'il voulait bien, c'est soit annexer une partie de la RDC, continuer à piller. Mais c'est pas le cas. Mais c'est pas le cas aujourd'hui. Vous pensez pas que cette partie se trouve déjà du côté du Rwanda? Non, pas du tout. Parce qu'il y a une administration parallèle qui ne dépend pas de la RDC, qui dépend du Rwanda. Au moins, notre diplomatie est arrivée à pousser Kagame à reconnaître que ces troupes sont en RDC et qu'ils violent le droit international. C'est une faiblesse maintenant dans son camp. Et si vous voyez bien qu'il est maintenant trop agité. Il est trop agité parce qu'il est en train de sentir sa fin proche. J'expliquais parce que... On veut bien, il y a eu des sanctions. Vous dites que Kagame est agité, je vous l'accorde. Mais qu'est-ce que la RDC fait après tout ça? Parce que c'est comme vous dites, cette personne vient voler chez moi. Tout le monde dit oui, on a vu que c'est un voleur. Mais vous faites quoi après? Alors, nous sommes en train de pousser pour que ces sanctions arrivent à des faits palpables. Donc, vous savez, comme j'ai toujours dit... dans cette affaire, c'est une question d'intérêt, des intérêts. Aujourd'hui, Trump est confronté analysement de la situation en Iran et sa crédibilité est mise en cause. Et si encore, au niveau de l'RDC, il a parrainé un accord, il est arrivé encore en mode d'appuissière, c'est les États-Unis qui perdent leur prestige. Voilà. Et je suis là pour ça notamment. Parce que le contact que je vais avoir avec différents... congressmen ou sénateurs. C'est pour leur faire voir qu'ils ont le devoir de pouvoir veiller à l'image des marques de leur pays. Donc, ils ne peuvent pas laisser les Rwandais narguer tout le monde, dont leur chef de l'État. Donc, ils doivent agir. Et je suis persuadé, croyez-moi, que cette année, cette affaire la guerre sera finie. C'est un processus, il y a des résistances, mais on sent très bien qu'on tend vers... la fin de cette guerre. On tend vers la fin comment? Est-ce qu'il faudra justement ce dialogue qui est demandé par l'opposition armée et non armée, que vous ne soutenez pas toujours? Est-ce qu'il faut renforcer l'armée pour reprendre les territoires occupés ou bien il faut attendre que la communauté internationale fasse quelque chose? Non, on ne doit pas toujours compter sur la communauté internationale. Alors il nous reste deux options. Non, d'accord. Ça, c'est la diplomatie, bien sûr. Oui. On ne sait pas. Oui. Maintenant, je viens sur le dialogue. J'ai vu que beaucoup d'opposants comptent sur le dialogue. C'est pas pour la guerre que cherchent le dialogue. Non, le problème c'est que il y a parmi nos opposants ceux qui ont au bout des élections en 2023 qui croient qu'elles n'auraient pas lieu, maintenant qui sont hors jeu, qui cherchent comment est-ce qu'ils peuvent s'intégrer dans le système. L'opposition congolaise est morte, sa belle mort aujourd'hui n'existe pas. Pourquoi? Sur le terrain, elle n'est pas là. Parce que... Or, nous avons besoin d'avoir une opposition forte, mais elle n'est pas là sur le terrain. Donc, voyez-vous. Mais parce que cette opposition accuse le gouvernement sur le terrain de chercher à les combattre. Là, je vais arriver. De chercher à les museler. C'est pour ça que la majorité des grands opposants se trouvent à l'extérieur du pays. J'arrive. Ouais. Alors, le dialogue qui est demandé, c'est pas pour mettre fin à la guerre. C'est pour se refaire une santé politique et financière. C'est-à-dire, ils pensent que si on va aux élections telles qu'elles sont, ils vont davantage être perdus comme ils le sont déjà. Alors, dites-moi un peu, si on va au dialogue aujourd'hui, on va au dialogue... après le dialogue, qu'est-ce qui va se passer? Steve Mbika prend une arme, Fayulu prend un char, Moïse Katumbi prend des roquettes, des drones pour les combattre. Non. Dès lors que le Rwanda a reconnu que c'est lui qui nous agresse, est-ce que le Rwanda viendra dans notre dialogue? Que non. Maintenant, ce qui est plus important, ce n'est pas le dialogue, c'est de nous battre sur le front militaire et diplomatique pour d'abord récupérer nos territoires. Vous êtes d'accord? Et après, après ça, comme c'est sûr, je l'ai dit depuis une année, qu'il n'y aura pas élection en 2000. On reviendra sur ça en 2028. Comme apparemment, et pas apparemment, c'est sûr qu'il n'y aura pas élection en 2028. Donc vous confirmez, oui. Vous confirmez, Monsieur Mbikaï, qu'en 2028, il n'y aura pas d'élection en RDC. C'est votre point de vue? Mais il faut avoir les yeux pour voir. C'est-à-dire? Et une tête pour réfléchir. Comment on ira aux élections? Parce que ça se finance. Il reste 2 ans. Les moyens que nous avons sont plus affectés, n'est-ce pas, à la guerre. Comme il y aura élection pendant qu'un territoire, le territoire est occupé.
Aller aux élections comme ça, c'est peut-être céder ces territoires au Rwanda. Aujourd'hui, la priorité, ce n'est pas un dialogue. Vous êtes député national, est-ce qu'il y a un article de la Constitution qui parle de ça ou c'est vous qui imaginez ça? J'arrive. Donc, disons que le dialogue est inopportun, pas pour la guerre. Il peut y avoir un dialogue quand on va récupérer nos territoires, n'est-ce pas? Pour voir comment est-ce qu'on peut gérer l'après. Quel article de la Constitution le dit? Vous êtes député national. Je pense il y a un article qui est sur le 70 qui dit très bien que le chef d'État en fonction va être remplacé par un autre chef d'État élu. C'est le cas du Parlement aujourd'hui. Nous sommes dans un cas de force majeure aujourd'hui en Ukraine qui parle d'élection. Le mandat du président est arrivé à terme. Il faut être raisonnable. On ne peut pas, pendant que le pays est menacé et divisé, parler élection, non. Donc, et même là aussi, même si le mandat prenait fin, il n'y a aucun article qui dit qu'il faut un dialogue. Vous savez, le dialogue doit être quelque chose d'exceptionnel. Mais chez nous, c'est devenu la règle. Chaque mandat, il y a un dialogue. Mais non. Quand il y a le dialogue, c'est une vertu. Le dialogue, c'est une vertu. Mais quel dialogue? Pas un dialogue où on loue une salle avec des macarons pour parler. Je prends le cas de la France. Tout dernièrement, vous avez vu la crise gouvernementale avec des premiers ministres qui sautaient à chaque fois. Est-ce que vous avez vu la conférence épiscopale française demander à Macron de convoquer un dialogue hors institution? Mais pourquoi vous voulez toujours... Parce que si vous voulez comparer la RDC à la France, alors vous devez faire exactement comme les choses se font en France. Donc, ce sont deux réalités différentes. On peut tous se référer à ce qui se passe ailleurs sans copier. Oui, mais vous choisissez. C'est un exemple pour dire que le dialogue s'est fait. Vous choisissez ce qui vous plaît. Le dialogue s'est fait au sein des institutions. Vous voyez, ce n'est pas en dehors des institutions. Il n'y a aucun article qui dit que il faut sortir du Parlement, du gouvernement pour aller louer une salle pour dialoguer. Non, même s'il n'y a pas élection. Et pourtant, tout va dépendre. Mais pourtant, vous l'avez fait dans le passé. C'est ce que j'ai dit, ça ne doit pas devenir la règle, soit une exception. Mais au Congo, on t'a en fait des règles. Voilà pourquoi j'ai dit dans la Constitution, vous savez, hein, je n'ai aucun respect pour les constitutionnalistes africains et même congolais, à cause des copier-coller. On copie tout de l'extérieur, notamment notre Constitution. Donc, cette conception, parce que vous savez, je suis les partisans de réforme constitutionnelle. J'étais le premier à commencer à parler de révision. On parlera de ça depuis 2020. C'est pour l'adapter à notre contexte. Parce que chez nous, personne n'aime faire l'opposition. Tout celui qui perd, soit c'est la rébellion, soit c'est le trouble, soit il fuit le pays. Comme ceux aujourd'hui qui sont en exil. Ils fuient quoi? Ils craignent quoi? Rien du tout. Nous avons des opposants au Congo qui critiquent, qui attaquent, même à la limite, qui insultent, qui sont là. Comment est-ce qu'on peut justifier que certains, comme peut-être Kabila, comme il a été condamné, et les autres, et même Kabila aussi, je vais l'expliquer ici. Là où il est, il va dire que c'est une Bikaï, c'est un visionnaire, parce que je l'avais prévenu ce qui arriverait si ce n'est pas mon conseil. Vous avez... Bon, je parlerai ici. Parce que vous faites référence, sinon je vais oublier, excusez-moi, vous faites référence à Joseph Kabila, donc je vais rappeler à ceux qui nous regardent que vous avez travaillé avec Joseph Kabila, et vous avez même été parmi les tout derniers à quitter la majorité. C'était quoi encore? Ah, bien sûr. Vous étiez un des fidèles de Joseph Kabila, et vous voilà aujourd'hui un des fidèles de Félix Tshisekedi. D'abord, il ne faut pas dire fidèle et fidèle, parce qu'on s'est vu avec Kabila, il n'a pas recruté, il n'était pas du PPRD, c'était suite à un dialogue. J'étais à l'opposition depuis toujours, depuis 84 d'ailleurs. Quand je crée mon parti en 2008, toujours de l'opposition. Et en 2011, on était avec Étienne Tshisekedi aux élections. C'est quand ce mandat a pris fin, en 2016, qu'il fallait dialoguer, qu'on est venu comme des opposants au dialogue. Et on a été intégrés sur le quota de l'opposition, pas le quota du président Kabila. Donc, souvent, il y a une confusion. Là, il n'y avait pas de problème de faire un dialogue en dehors des institutions. Je suis en train de venir. Je parlais bien que ce doit être l'exception, pas la règle. Voyez-vous? Donc, nous sommes entrés au gouvernement pour le camp d'opposition. Et en 2018, après les élections, j'avais 5 députés, ce qui a fait de moi un ministre des Actions humanitaires. Souvent, les gens confondent les choses. Je ne suis pas kabiliste, moi. Et je n'aime pas l'isme. Ça, c'est... Vous n'êtes même pas tshisekidiste. Les kabilistes, ce sont ceux qui le déclarent. Vous êtes Je suis président du Parti travailliste. Vous n'êtes pas tshisekidiste? Non, pas du tout. Okay. Je soutiens
président Tshisekedi, parce que c'est notre chef de la majorité. Vous voyez, parce que lui, s'il tombe, on tombe avec lui. Je les soutiens. Mais je ne suis pas tshisekidiste parce que je suis président du Parti travailliste. Aujourd'hui, par exemple, Jean-Pierre Bemba est au gouvernement. Est-ce qu'on va dire qu'il est tshisekidiste? Ou alors que si, jusqu'à la fin du monde, ils seront ensemble? Non. Donc, je suis fidèle. Quand on prend aussi l'exemple d'Adolphe Mouzito. Oh, oui, alors je suis en train de répondre sur pourquoi c'était le dernier à quitter le FCC. D'abord, je n'aime pas trahir. Beaucoup, on le voyait un soir directement à la télé, et puis l'Union sacrée. Mais moi, je faisais un travail de l'intérieur à l'Union sacrée, enfin au FCC. Comme le chef de l'État Tshisekedi avait lancé un appel demandant à tout le monde de rejoindre l'Union sacrée. Alors, j'ai appelé un jour le président Kabila. Je lui ai fait une proposition. J'ai dit, comme le président de la République a demandé à tout le monde de rejoindre l'Union sacrée, je nous propose d'y aller avec tous nos regroupements et tous nos députés. Et quand on sera dedans, on sera toujours majoritaire, on va conserver la primature. Sauf qu'on va les reconnaître, lui, comme seul chef famille politique. Parce que, je lui ai dit, parce que si vous partez à l'opposition, votre camp va se vider. Évidemment, le président Kabila était d'accord avec moi. Mais il m'a demandé d'en parler avec Tshibanda, qui était le président du comité de crise du FCC. Avant de voir Tshibanda, je suis allé voir Jeannette Kabila pour lui expliquer. Donc, en face, il a promis de me répondre après. Je suis allé voir Tshibanda, je lui ai expliqué tout ça. Qu'est-ce qu'il me dira? Il dira non, je préfère qu'on aille à l'opposition pour qu'en 2023, qu'on ait un bon discours. Je lui ai dit ce que je lui ai dit, hein. Je ne vais pas répondre ici. Mais il a vécu ce que je lui avais dit. Et aujourd'hui, si le président Kabila avait suivi mon conseil, il ne serait pas en train de réussir là. Oui, dans beaucoup de choses, j'ai toujours été prévoyant. Alors, c'est comme ça qu'après, comme ils n'ont pas voulu, j'ai écrit, j'ai fait un message au président Kabila pour lui dire que moi, alors j'ai rejoint l'Union sacrée. Comme on n'a pas voulu par Tshibanda, que nous puissions partir. Et j'ai téléphoné à Tshibanda pour lui dire ce soir, moi, je n'ai pas signé à l'Union sacrée. Voilà pourquoi j'étais le dernier. Parce que je n'aime pas être top ou alors surprendre les gens comme ça. Je fais un travail de l'intérieur. C'est ce qui a fait que j'étais pratiquement le dernier à partir. Et comme je l'ai dit, que ce soit M. Tshibanda, que ce soit Jeannette, que ce soit le président Kabila, là où ils sont, ils savent que j'avais raison. J'ai donné ce conseil. Ce que je dis souvent de nos hommes politiques, je pense que quoi qu'il arrive, vous êtes humain, comme moi, comme tout le monde. En tant qu'humain, qu'est-ce que ça vous fait de voir que quelqu'un avec qui vous avez travaillé, Joseph Kabila, qu'il soit aujourd'hui condamné à mort? Vous vous sentez comment? Non, c'est la justice qui a rendu un verdict. Je sais que la justice l'a fait. En tant que citoyen congolais, et puis un officiel, je ne dois pas faire commenter les jugements, les jugements de notre justice. Donc, quand la justice a rendu un arrêt, a rendu un jugement, on s'incline. Je n'ai pas commenté sur ça. C'est pour ça que je n'ai pas demandé de pas commenter la décision de la justice, mais de me dire comment vous vous sentez en tant qu'humain par rapport à pour quelqu'un qui vous était proche. Non, mais on ne peut que compatir. Même si quelqu'un aujourd'hui a volé et qu'il est proche de vous, il est condamné, on le tape. Vous allez toujours compatir en tant qu'humain. Oui. Vous voyez? Donc, ça a fait son travail. Moi, je n'ai pas tous les paramètres. On a constaté que... Parce que quand le président Tshisekedi avait dit que AFCM 23, c'est le président Kabila, les gens n'avaient pas cru. Mais par la suite, on a tenté de comprendre, c'est une vérité. Parce que là et vous pensez que c'est ça? Kabila est derrière Non, je pense qu'on voit des signes. Hein. On n'a pas j'ai pas beaucoup de preuves, mais on sait voir. Déjà, il a fait une intervention où il a fait et cause pour l'M23. L'M23, qui n'est pas une rébellion, qui est pratiquement un groupe qui est là pour légitimer l'agression rwandaise. Quand nous le voyons passant par le Rwanda, aller à Goma, ainsi de suite, on sent que c'est un recul pour un ancien chef de l'État. Il devait aujourd'hui être parmi les sages de l'Afrique, comme ces gens qui ont dans des missions des pays, dans différents pays. Le fait de se coller une rébellion, que dis-je, un groupe de supplétifs d'un pays étranger, n'est-ce pas, à sa peau, il a perdu toute crédibilité. Ça, il faut le reconnaître.
Et ce n'est pas du tout bien pour lui. Et même pour son parti politique. Et je me demande aujourd'hui comment est-ce que le PPD peut se relever. Ou alors, les gens qui sont en train de penser que le président Kabila peut revenir comme chef de l'État. Moi, je trouve que c'est un rêve qui n'a pas de sens, en fait. Pour clore ce sujet du dialogue, vous ne pensez pas que, vous êtes d'accord avec moi, que le pays aujourd'hui a besoin de l'unité de ses fils, de ses enfants? Le pays a toujours eu besoin de l'unité. Surtout particulièrement maintenant que le pays est agressé à l'est de la RDC. Ne pensez-vous pas que le dialogue soit quelque chose qui va renforcer justement l'unité nationale pour combattre ce qui se passe à l'est? Est-ce que pour être unis et combattre une agression étrangère, on a d'abord besoin d'aller dans une salle pour discuter? On va pas discuter dans la forêt. Non, parce que ça n'a pas de rapport avec la guerre, je vais vous expliquer. Mais ça selon vous... La guerre nous est faite par un pays étranger. Le dialogue concerne... Prenons Corneille Nangaa, il est congolais. Non, Corneille Nangaa, c'était masque. Est-ce que c'est un Congolais? Non, mais c'est un Congolais utilisé. Je ne suis pas en train de le défendre. Alors, oui. Corneille Nangaa a pris des armes pour des raisons qui sont les siennes. Mais est-ce que il y a une possibilité de discuter avec un autre Congolais qui a pris des armes? Corneille Nangaa a été recruté, comme on avait recruté Laurent Désiré Kabila, pour légitimer une agression des pays étrangers. Et lui aussi a été recruté pour essayer de donner un message congolais à cette rébellion. Donc, avec lui, même si vous parlez avec lui, et demain, Kagame va créer notre Corneille Nangaa. Voyez-vous? Parce que cette guerre ici nous a menés par le Rwandais, avec Laurent Désiré Kabila, et elle continue. Je me rappelle qu'Étienne Tshisekedi avait dit que pour mettre fin à la guerre, il faut que ce soit les gens qui n'ont pas été créés par le Rwanda. Aujourd'hui, que nous avons Tshisekedi qui n'a pas été créé par le Rwanda, on voit bien qu'on est en train de tendre vers la fin de cette guerre. Donc, si je vous comprends, dialogue, oui, mais pas maintenant. Il faut attendre qu'on termine la guerre. Le dialogue en question, j'ai dit, ça dépendra peut-être du chef de l'État, donc il va apprécier. Ouais. Mais moi, je ne vois pas pourquoi on doit aller au dialogue, en fait. Okay. Parce qu'après la guerre, il faut un calendrier, il faut aller aux élections. Et en faisant le dialogue, après, c'est quoi? Parce que la Constitution nous reconnaît que, après le mandat, nous avons le droit d'attendre qu'il y ait de nouvelles élections pour être remplacés. Alors, pour quelqu'un je suis juste en train de réfléchir à ce que vous êtes en train de dire. Puisqu'une partie du territoire national est sous occupation, on revient à la problématique des élections. Donc, on ne peut pas organiser les élections. D'où, si on veut s'éterniser au pouvoir, garder la situation telle qu'elle est à l'est de la RDC permettra à Félix Tshisekedi de rester au pouvoir. Vous soutiendrez ça? Est-ce que la façon dont vous voyez le président de la République en train de se battre par rapport à cette guerre, vous voyez qu'il veut que ça s'éternise? Tout ce qu'il fait en diplomatie, sur le terrain et tout ça. Non, il a besoin que la guerre prenne fin. Hein? Mais ça ne dépend pas de lui. Voyez-vous? Donc, ça dépend de qui? Ça dépend de qui? Non, ça dépend de la situation sur le terrain. De tous les paramètres, de tous les acteurs. Je donnais ici l'exemple de l'Ukraine. Est-ce que vous voyez des Ukrainiens par l'élection aujourd'hui? Et ça a un sens d'abord. Ça n'a pas de sens. Tout dépend de quels médias vous suivez en Ukraine. Non, nous suivons... dites-moi quels médias où vous voyez les Ukrainiens dire on doit aller aux élections, aller à un dialogue. Parce qu'il y a guerre là-bas. On peut voir ce qui se passe ailleurs aussi. Non, c'est une aberration que de dire qu'il faut un dialogue, mettre fin à une guerre qui nous est faite par un pays étranger. Même un enfant d'école primaire comprendrait que ce dialogue ne mettait pas fin à la guerre. Il faut tout simplement... D'ailleurs, les opposants ont raté une occasion. Le chef de l'État leur a tendu la main dernièrement pour les intégrer au gouvernement. Parce que ce qu'ils veulent, c'est ça. Mais ils veulent légitimer la procédure pour entrer au gouvernement, par un dialogue. C'est là que je disais, par rapport aux réformes, on va en parler, conditionnelles. J'ai une proposition à faire, parce que comme j'ai dit... les Congolais n'aiment pas l'opposition. Quand il y a l'opposition, soit ils veulent casser tout, aller à la rébellion. Alors il faut supprimer ce concept majorité-opposition. J'ai fait ça comme proposition, n'est-ce pas? Quand on va débattre de la nouvelle constitution. Les Congolais n'aiment pas l'opposition, c'est ce que vous dites? Ils n'aiment pas. Non? Même l'UDPS, qui était le parti le plus aimé du Congo, quand il était dans l'opposition. Ça, c'est une exception qui vient confirmer la règle. Ah, d'accord, ok. Parce que depuis qu'il est de pouvoir, l'opposition est morte. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'y a que l'UDPS qui a le pouvoir de faire l'opposition. Enfin,
Pas les autres. Les autres, ils ne peuvent L'UDPS pas. a profité d'un contexte, n'est-ce Ouais. pas? D'un contexte. Et c'est là que j'ai dit que les gens qui sont à l'étranger aujourd'hui, ils ne sont pas les opposants. Ouais. Quand on est opposant, il faut affronter. On a vu. Est-ce que, de moi à vous, pensez-vous qu'aujourd'hui, il y a une dictature au Congo plus que quand c'était avec Mobutu, qui tuait les gens, les grands léopards? Mais on a vu Etienne Tshisekedi qui passe à l'Elia ou faire face. Etienne était là, il a affronté, n'est-ce pas, Mobutu. Mais quand vous êtes acteur politique, faites l'opposition, vous fuyez le pays, vous parlez à 1000 km Non, du mais pays. Etienne Tshisekedi avait été aussi parti en exil avec sa famille. Hein. Le président le dit à plusieurs reprises. Donc Etienne Tshisekedi avait mis sa famille à l'abri. Ouais. Lui est resté. Bon. Moi, j'ai été avec Etienne Tshisekedi, j'avais 22 ans, vous savez. J'ai commencé en 84. D'accord, on va J'avais 22 ans. on va peut-être Ça, je peux bien vous retracer. on va peut-être revenir sur ça en détail. Je vous aime bien. Enfin, je veux dire, la bibliothèque que vous avez en tête. Peut-être que vous avez tellement de choses à nous dire. On va passer à un autre sujet parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. C'est un sujet qui est brûlant en République démocratique du Congo. Changement, révision de la Constitution. Vous êtes parmi les gens qui soutiennent cette modification de la Constitution. De quel côté vous vous trouvez et qu'est-ce que vous voulez changer? Je peux dire que je suis le premier à avoir initié ces débats en 2020. J'avais même, dans le cadre de mon parti travailliste, effectué des voyages à travers des différentes provinces pour accueillir des signatures. Et j'avais eu plus de 100 000 signatures que j'avais déposées à l'Assemblée nationale. Et j'avais approché le bureau pour leur dire, nous sommes dans la majorité, eh ben, on a le droit de faire des réformes. Profitons de ces 100 000 signatures pour faire des réformes. On m'a pas suivi du tout. Et c'était à un temps non suspect quand j'ai commencé ça, en 2020. C'est-à-dire, c'était au premier mandat. On m'a pas suivi. Mais, comme toujours, vous savez, j'ai toujours été anticipatif. Hein. Les gens sont venus après. Et à l'époque, j'avais quelles raisons, n'est-ce pas? La première raison, c'est que la constitution issue de Sun City a créé beaucoup d'institutions budgétivores. Beaucoup. C'était justement pour essayer peut-être de contenter les membres de différentes oppositions armées politiques. Eh ben, on a par exemple les assemblées provinciales. Dans le contexte aujourd'hui de la crise financière que nous avons, n'est-ce pas? Est-ce qu'on a besoin d'avoir 26 assemblées provinciales? Parce que dans le fait, il n'y a pas de rendement. Il n'y a que des conflits dans les provinces avec les gouverneurs. N'est-ce pas ça la démocratie? Les deux systèmes sont la démocratie. Oui. On peut ne pas les avoir, mais fait la démocratie. Et nous avons le Sénat. Le Sénat fait double emploi avec l'Assemblée nationale. Ce sont des millions engloutis pour le Sénat qu'on peut supprimer et ça ne va rien changer. Assemblée provinciale, pour la CENI qu'on doit supprimer, pour le CESAC. Pourquoi devrions-nous supprimer la CENI? Je t'explique. Oui, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. J'y reviens. Le CESAC, qui peut être une direction du ministère de la Communication, Oui. comme M. Sende-H, il y a beaucoup de choses comme ça qu'on peut supprimer, qui sont dans la Constitution. Bon, maintenant, s'il faut supprimer, parce que beaucoup de Congolais sont d'avis avec moi que il faut supprimer l'Assemblée provinciale. Aujourd'hui, le Sénat est consort. Ces millions engloutis peuvent servir à construire des écoles, à les équiper, à acheter des hôpitaux, ainsi de suite. Mais pour supprimer le Sénat, cela nous renvoie à l'article 220 de la Constitution, parce que là, on va voir la forme de l'État. On est maintenant dans une espèce de raisonnement constitutionnel. Mais ça, ce sont des articles verrouillés. Oui, c'est verrouillé, qui donne le pouvoir législatif, n'est-ce pas, à nos provinces. S'il faut, n'est-ce pas, les supprimer, là, il faut toucher à l'article 220 de la Constitution. Or, c'est verrouillé. C'est verrouillé, justement. Donc, on ne peut pas réviser. Voilà pourquoi nous pensons qu'il faut une nouvelle Constitution. Pas celle que nous avons, moi je l'appelle Constitution de la transition. Donc, vous pensez que les gens dire que c'est un chiffon. C'est pas un chiffon. Vous pensez qu'il faut un référendum? J'arrive, oui. Il faut un référendum. C'est vous qui décidez. Parce que cette constitution, en fait, je l'appelle Constitution de la transition. Quelle transition? Vous savez, on est parti du pouvoir du peuple en 60, après les élections qui ont été organisées avec la loi fondamentale, nous léguée par les Belges, qui a permis qu'il y ait élection en 64, n'est-ce pas? En 60. Il y a eu Kassavoubou, Lumumba, ainsi de suite. Après, par les armes, ou par un coup d'État, Mobutu a confisqué le pouvoir du peuple. N'est-ce pas? Il a gardé comme ça jusqu'en 97, en train de faire une mascarade d'élection pour légitimer. Pour moi,
un pouvoir qui est acquis par un coup d'État ou par les armes ne peut pas devenir légitime avec sa constitution. Jusqu'en 1997, le pouvoir issu de coup d'État a été remplacé par un pouvoir issu d'une rébellion fomentée de l'extérieur qui nous a dirigés jusqu'en 2018. Ça, c'était une transition d'après moi, des pouvoirs issus par les armes, les rébellions. En 2018, le pouvoir a été remis au peuple. On a eu maintenant un chef de l'État qui n'a pas été amené par les armes, ou par la Constitution, qui est Tshisekedi. Donc, cette Constitution ici, c'est une des transitions des armes. Alors, maintenant, il nous faut un nouveau projet de Constitution qu'on va soumettre au référendum. Vous avez le droit, je pense, de le Et dire. il y a des choses à corriger, notamment Oui. la limitation de mandat. D'accord, mais c'est quoi le mécanisme pour y arriver? Non, Expliquez-moi un peu le scénario. on peut procéder comme c'était en 58 C'est-à-dire avec De Gaulle C'est-à-dire en France. Ça, c'était Il y aura une loi constitutionnelle. Ça, c'était en France. Hein. On va voter une loi constitutionnelle. Qui va voter? Le Parlement Ok, quel Parlement? congolais Lequel? L'actuel? que nous avons. Qui est en majoritaire, qui est en majorité C'est normal. de la majorité. C'est normal. Et toute Et vous ne majorité craignez pas, et toute majorité, vous... a le droit de faire des réformes. Même ici aux États-Unis, quand le républicain passe au pouvoir, il y a des lois qui changent, n'est-ce pas? La majorité est en droit de le faire. Donc, on va soumettre. Et puis, ceux qui sont contre le changement sont les Congolais, ils ont raison, ils sont Congolais. Et nous qui voulons aussi, on est Congolais aussi, mais le peuple doit trancher. D'où le référendum. Ok. Qui a le droit de refuser au peuple de pouvoir se prononcer sur la question? Donc, il y a deux choix. Soit vous le faites au niveau du Parlement, donc là, on sait déjà ce qui va arriver. Donc, Ok. au niveau du Parlement, pour moi, je veux... Et puis, la Constitution de 2006, Oui, avec quel mandat? Parce que la Constitution, ceux qui rédigent, oui, doivent avoir un mandat populaire. oui. C'est-à-dire, la Constitution a été rédigée par les gens sans mandat, promulguée par un chef d'État sans mandat. Aujourd'hui, nous avons les gens qui ont les mandats, un Parlement élu, chef d'État élu. Donc, c'est normal que nous puissions avoir une Constitution adaptée à nos réalités. Alors, Et aussi, je vous ai dit qu'il faut supprimer le concept opposition. Ça veut dire quoi? On a fait trop de copier-coller. C'est pourquoi j'ai pas... Tu sais, Montesquieu, au XVIIIe siècle, il a dit, donc, les lois ne peuvent pas être les mêmes partout. Dans son ouvrage, L'esprit des lois. Donc, on ne peut pas copier des lois de l'extérieur. Ce que je comprends pas avec vous, avec votre logique, excusez-moi, peut-être que je suis perdu, c'est que vous dites qu'il y a des choses qu'on a faites en France qu'on doit faire, mais quand il s'agit des choses qui vous plaisent pas, vous dites il faut pas faire du copier-coller, et c'est là que je comprends pas. Et si je peux parler de copier-coller, j'ai parlé des us et coutumes d'ailleurs, tout simplement. Comme Par de la exemple, France. pour dire qu'ils sont postés par une loi constitutionnelle. Oui, On peut et aussi que nous, on faire. peut aussi faire ça. Mais on ne doit pas copier leur constitution. Ok. Nous devons adapter une constitution à nos réalités. Ouais. Et voilà. Vous savez, dans notre culture en tant qu'Africains, à l'époque, on avait des royaumes Kuba, royaume Louba et consorts, mais ils étaient organisés. Il n'y avait pas, d'un côté, la majorité de l'opposition. Tout le monde était sur l'arbre des palabres. Aujourd'hui, je veux qu'on remplace par d'autres concepts. Force politique dominante et force politique minoritaire ou complémentaire. Et que les deux puissent participer au gouvernement ou au pouvoir pour éviter des tensions inutiles. Mais chacun au prorata, n'est-ce pas, de son poids politique. Vous verrez, il n'y aura plus de problème. Ok. Donc, ça, ce sont des... Et sur la limitation du mandat, mais Macron a dit que c'est une bêtise. Alors, C'est une bêtise. Pourquoi on doit limiter le mandat? Même ici aux États-Unis, le mandat a été limité officiellement en 51. donc nous, il faut encore attendre, on peut encore attendre 50 ans. Le pays était déjà développé. Oui. Même quand vous voyez aussi le cas de la France, on a limité le mandat avec la Constitution 58. Oui. Le pays était déjà développé. Mais chez nous, Ouais. quand un chef arrive, Ouais. l'administration n'est pas bien tenue, il faut du temps pour s'acclimater. Mais il fait 3 ans, après on dit non, il faut changer. Non, il faut voir, il faut laisser au peuple le droit de décider. C'est pas à nous d'empêcher. Aujourd'hui, je prends l'exemple de ce qui est dit. Tout le monde est d'accord. Vous l'avez dit d'ailleurs, qui gère bien de ceux de l'Est. Voulez-vous que dans 2 ans, lui parte, Kagame reste? Lui qui a déjà maîtrisé un peu le roi de cette affaire. Ça n'a pas de sens. On peut adapter comme on l'a fait en Russie, par exemple, Poutine. On lui a donné jusqu'en 2036. Quand on voyait le cas de la Chine, on a supprimé les mandat. Donc, nous aussi, on peut voir qu'est-ce qu'on peut faire pour résoudre le problème de l'Est du pays. Est-ce que celui qui est là peut rester ou partir?
beaucoup diront qu'il faut rester. Et pourtant, la Constitution donne 2 mandats non renouvelables. Alors, s'il faut qu'il reste, je ne dirais pas ceux qui disent qu'il n'a pas de mandat et une mission. Enfin, c'est pas d'où ce qui tire ça. Donc, la mission, c'est un contenu de le contenant qui est le mandat. En fait, s'il faut qu'il puisse avoir l'occasion de continuer, il faut, donc, l'occasion de se représenter. D'où il faut une nouvelle constitution. D'accord. Alors, cette nouvelle constitution, parce que vous pensez qu'il faut la changer, on est en train d'arriver à la fin de notre émission. Est-ce qu'on peut la changer avec ce qui se passe à l'Est? Pour les élections, il ne faut pas aller aux élections parce qu'il y a la guerre à l'Est. Pour les changements de la constitution, on fait quoi? D'ailleurs, ce débat n'a pas été lancé. J'ai pas fini ma question. Oui, voilà. Ça veut dire pour vous, on va faire ça, mais entre-temps, puisqu'on ne peut pas faire un référendum parce qu'il y a la guerre à l'Est et une partie de la population serait exclue, donc on le fait au niveau du Parlement. Et du coup, c'est très facile. Non, d'abord, ce débat n'a pas encore été lancé. Tout au début, le chef d'État avait un peu effleuré ça. Non, mais pas un peu, il a beaucoup insisté qu'il va le faire. Mais quand il y a eu la guerre, il y a des priorités. Mais maintenant, là, il n'a pas dit qu'il va changer pour le moment. C'est un débat qui s'est invité seul dans la place politique, qui est normal. Mais officiellement, l'Union sacrée, le chef de l'État, personne n'a lancé ce débat. Donc, ce n'est pas le moment de pouvoir procéder au changement. Il faut d'abord, comme j'ai dit, comme pour le cas d'élection, il faut d'abord reconquérir l'ensemble de nos territoires avant d'arriver à ça. Mais aujourd'hui, au moins, le débat a permis à beaucoup de comprendre. De plus en plus, les Congolais sont d'accord maintenant, suite à ces débats, que c'est utile qu'on puisse avoir une nouvelle constitution. Non, mais qu'est-ce que vous pensez alors du point de vue de l'honorable Bahati Lukwebo, avec qui j'ai l'impression que vous avez des problèmes personnels, hein? Ça, on va revenir tout à l'heure, qui pense que le problème, ce n'est pas la Constitution, c'est la mise en pratique de cette Constitution qui pose problème et que ce n'est pas prioritaire maintenant. Non, Bahati, c'est un Congolais. Il a un point de vue qu'il a émis. Un point de vue qui lui a coûté très cher, qui lui a même coûté son poste. C'est un point de vue de l'opposition. Quand la majorité... Ici, nous sommes aux États-Unis, c'est une grande démocratie. Vous ne voyez pas que souvent les républicains soutiennent ce qui fait Trump. Parce que les républicains... Mais on n'est pas aux États-Unis. C'est comme ça vous voulez la majorité... Ça non, quand on est la majorité... On est au Congo, là. On n'est pas aux États-Unis. Non, mais partout dans la démocratie, pourquoi est-ce qu'on va avoir la majorité? C'est pour gouverner facilement. On ne peut pas être de la majorité et puis combattre le chef de la majorité. Si M. Bahati avait un point de vue contraire, il aurait dû faire une autre technique au sein de l'État. Parce qu'il est au président. Moi, je peux parfois être un peu libre de parler, hein, même aller à l'encontre de l'Union sacrée, parfois quand je ne suis pas d'accord, parce que je suis dans la périphérie. Mais lui est au centre, au cœur de l'Union sacrée. Il a le moyen de parler. Vous voyez, mais il a préféré parler en opposant. Parce que, vous savez, l'honorable Bahati, il est en droit. Il a des ambitions présidentielles depuis qu'on est au FSC. Vous savez qu'on avait présenté Chadari à 2 heures à la fin de pour la candidature, hein, en 2018. Vous savez pourquoi? Parce que Kabila savait que Bahati voulait être candidat. Avait un dossier déjà préparé. C'est Kabila qui vous l'a dit? Ah ben, nous étions dans la conférence des présidents. Toi, ils ont passé, vous voyez, quand j'étais au FCC, je n'écris pas beaucoup, hein. Je fais beaucoup d'études maintenant, beaucoup de tribunes, cartes blanches, parce que là-bas, j'avais un créneau pour parler. J'étais membre de la conférence des présidents. Maintenant, pour contribuer, n'est-ce pas, avec mes idées, je les publie, n'est-ce pas, sur X. Comme ça, on peut prendre ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Alors, M. Bahati, c'est son problème. Il a des ambitions là. Mais le mieux serait de quitter carrément l'Union sacrée pour bien se préparer. Parce que nous sommes dans un sous-continent. S'il veut être candidat, il ne doit pas vouloir garder le beurre et l'argent du beurre, garder le pouvoir de l'Union sacrée et pour combattre l'Union sacrée après. Voyez-vous? Donc, tu as dit que j'ai un conflit personnel. C'est pas personnel. C'est pas personnel. Non, non. Vous savez, M. Bahati, est-ce que vous avez déjà... pour être bien avec lui, il faut être un sous-homme. Parce que quand je commençais un combat avec M. Bahati, tout le monde m'avait condamné. Mais aujourd'hui, avec ce qu'on a révélé par son parti politique, on a compris. Vous savez quoi? Qu'est-ce qu'on a révélé? Non, le népotisme avec ses enfants, ses oncles, ses tantes, qui ont parfois 9 postes au pays, 10 postes. C'est pas les seuls. Hein. C'était ça. C'est dans le système, ça. C'était ça un peu qui faisait que moi, je ne s'entendais pas. Vous savez, un jour, quand on était en conflit, un ami d'ailleurs, je peux les citer, Frédéric Kita, a pris contact avec Bahati et moi pour qu'on puisse s'entendre. Eh bien, il m'a conduit dans la chambre de M. Bahati à Fleuve Hôtel. Quand j'arrive, M. Bahati m'étend en papier, où il a dit, j'ai sous-signé Sis Mbikaï, je reconnais honorable les professeurs Bahati comme ma seule autorité morale et je dois me... Tu vois ce que j'ai fait quoi? Monsieur, c'est quoi ça? Vous avez...
Moi, je dois te signer ça. Parce qu'on attendait un gouvernement. Chaque fois avant le gouvernement, il veut que tout le monde se soumette. J'ai dit, je ne peux pas le faire. L'autre fois encore, il appelle tous les partis politiques membres de la FDCA dans une réunion. Il est assis là-bas et les gens se lèvent. Hein. Moi, professeur tel, il y a même des professeurs, hein, présenter le parti politique. J'ai dit toute mon allégeance, son excellence, honorable professeur Bahati, que je connais comme ma seule autorité. Et on filmait. Après, la caméra est arrivée là, moi j'étais assis. Et attendait que je puisse faire la récitation. Je suis resté comme ça 2 minutes. Et il a continué ailleurs. C'est ce que le mettait en confère, M. Bahati. Oui, c'est une question de personnalité. Mon parti était 2e à FDCA. Il était convenu que si on a 2 postes, le premier, c'est pour son parti. Le deuxième, c'est pour Parti travailliste. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Quand il fait la liste, il met Parti travailliste. Après, il change. Et il envoie autre chose au chef de l'État. Donc, c'est ça un peu avec M. Bahati. Mais ce n'était pas une affaire d'un conflit personnel. Aujourd'hui, tout le monde a compris qu'il avait raison de l'appeler Maradona. Parce que j'ai donné ce nom-là, Maradona, c'était où? C'était à Sun City. Hein. C'est ça que vous voulez dire? Oui, oui. D'accord. Mais qui marquait avec la main. Okay. C'est-à-dire, marqué avec la main, parce que lui, il est champion dans ça. Merci, donc, on va pas s'acharner sur lui. Parce que il joue pas franc jeu. Depuis, ils ont sacré l'opposition. Hein, on est ensemble à la société civile, sur mon bouton. On va pas s'acharner sur la personne de M. Non, je chante pas. Ça, on va finir cette interview avec un autre sujet d'actualité rapidement. Les États-Unis ont envoyé 15 migrants en République démocratique du Congo qui étaient en attente de leur dossier ici. C'est un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre, notamment avec l'intervention de la première ministre. J'espère que je suis autorisé de poser cette question. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose que le gouvernement congolais a eu raison de faire? Vous savez, bon, je ne parle que des dossiers dont je la maîtrise. Okay. Cette question, il faut la poser à Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement. Moi, comme je n'ai pas tous les paramètres... Vous êtes le représentant du peuple. Hein, vous avez un point de vue à donner par rapport à ça. Oui, qu'est-ce que vous en pensez? Mais avant de pouvoir me prononcer, il doit savoir qu'est-ce qui a été négocié, quel est le fond du problème. Comme je n'ai pas tous les paramètres, je m'abstiens des faits de commentaires. Même sur la prestation de la Première ministre, les gens nous ont beaucoup parlé. Hein. Donc, je n'ai pas besoin de commentaires supplémentaires. D'accord. Qu'est-ce que vous pensez en tant que parlementaire de la motion contre le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, c'est un jeu démocratique, Jacques Chabani? Vous pensez, que c'est un jeu? Normal. Non, c'est normal. C'est-à-dire, les députés sont en droit de demander compte au ministre, n'est-ce pas? Ça, c'est tout à fait normal. On appelle le ministre, il vient se défendre, se fier, il y aura des questions, et puis après, les députés, comment décider? Ça, c'est tout à fait normal dans une démocratie. Et il n'y a pas de dramatique. Vous ne pensez pas qu'il est déjà tombé d'avance? Non, mais non, il n'est pas tombé d'avance, parce que quand il arrive au Parlement, il s'explique, il peut convaincre, ou n'est pas convaincre, ça dépend. Et il n'y a pas un mot d'ordre au niveau de l'Union sacrée pour pas qu'il tombe? Les mots d'ordre, je suis ici pour le moment. En connaissance, avant de quitter, je n'ai pas vu un mot d'ordre quelconque. Mais aussi, c'est pas normal, c'est pas mauvais, un mot d'ordre. Quand il y a une majorité, il y a ce qu'on appelle la discipline du groupe. Dans le groupe, donc la majorité donne des directives partout, dans toute démocratie. Donne directives, mais parfois quand c'est pas trop logique, un député peut dire non parce que le mandat n'est pas impératif. Mais la logique voudrait que quand la majorité a donné une direction, que tout le monde prenne cette direction. Mais dans le cas d'espèce, je ne pense pas qu'il y a lieu qu'on donne un mot d'ordre. Chaque député pourrait sûrement apprécier comment est-ce que le VPM va se défendre. Voilà, Monsieur Mbikaï, merci beaucoup. Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot avant de conclure. Non, le dernier mot, j'aurais voulu bien que quand j'aurai l'audience avec le républicain Joe Wilson, que vous puissiez couvrir cette audience, voir ce que je vais lui dire en face. Ouais. Mais malheureusement, il semble que vous allez... oui, je suis en train de partir déjà. Ouais. Bon, d'autres gens pourront peut-être avoir les images. Nous, on attendra. Donc, je vais bien faire comprendre à certains parlementaires ici
américains, le fond du problème de la RDC, qu'ils comprennent bien que, au Congo, le gouvernement ne maltraite pas les Banyamulenge. Par contre, ils sont les privilégiés, n'est-ce pas? Mais il y a quand même des conflits communautaires, hein, comme il y en a dans le Katanga, il y en a dans les Kivu, il y en a dans le Bandundu. Il ne faut pas que quand ça touche à une seule communauté, que ça fasse une affaire internationale. Voilà, Monsieur Mbikaï, encore une fois, merci beaucoup d'avoir été avec nous à Washington DC pour cette interview sur Kinshasa Télévision. Mesdames et messieurs, merci à vous de nous avoir suivis, où que vous soyez. Merci de rester fidèles au programme de Kinshasa Télévision. Merci de vous abonner à nos pages Facebook et notre chaîne YouTube Kinshasa Télévision. Au nom de tous ceux qui étaient derrière la caméra, Dadi Balawe s'est occupé de la réalisation de cette émission en son nom et au mien propre. Je vous dis encore merci de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt avec un nouvel invité. Au revoir. À travers nos mois, nous illuminons la nuit, racontant nos histoires. Avec des cœurs si purs, Kinshasa Télévision, notre esprit perdu.